Bonjour à tous. On va laisser quelques instants supplémentaires à tous ceux qui sont en train de finir de se connecter, puis on va démarrer. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Allez, l'heure c'est l'heure. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Bienvenue à ce webinar, l'épisode 4 de notre série Actifs pour le futur par Ecofi. Le thème d'aujourd'hui, le thème que nous vous proposons aujourd'hui de partager avec vous, c'est l'avenir s'écrit en small et mid cap européenne. Alors pour ce dernier épisode de la saga, on fera un zoom sur l'opportunité effectivement que représentent les small et mid cap, qui plus est dans un contexte de reprise, de relance en période de crise. Bien sûr aussi, quel apport que celui de l'ISR ou de l'analyse ESG dans la sélection ou l'approche de l'investissement. Comme vous le savez, bien sûr, Ecofi est impliqué dans l'investissement responsable depuis de nombreuses années. Ecofi, gestion collective 100% ISR depuis le 1er janvier 2019 et première société de gestion entreprise à mission en 2020. Notre raison d'être chez Ecofi, c'est ensemble nous bâtissons des solutions d'investissement alliant performance financière et respect de l'homme et de la planète. Actifs pour le futur, nous prenons les devants pour façonner un avenir dont nous sommes tous responsables. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi vrai. Bien entendu, cette table ronde, ce webinaire sera disponible en replay sur le site internet d'Ecofi, www.ecofi.fr, dès la fin de ce webinaire. Et je suis accompagné aujourd'hui pour cet épisode consacré au small et mid cap de Karamo Kaba, notre économiste. Bonjour Karamo. Bonjour Laurent, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et de notre dynamique équipe de gestion small et mid cap, Karen Georges. Bonjour tout le monde. Et Audrey Schwartz-Ragnetti. Bonjour à tous. Alors pour les 45 minutes qui viennent, je vous propose deux étapes. La première qui consiste dans la lecture que nous faisons de la situation économique et des marchés financiers dans un contexte de relance où Karamo va nous en parler. Des secteurs d'activité sont très favorables à des sociétés capables de changer très vite de cap, comme sont capables de le faire les small et mid cap, d'une part. Et dans un second temps, la proposition de solutions d'investissement que vous propose Ecofi et qui est fondée sur des sociétés de taille modeste, donc très spécialisées sur des thématiques porteuses, voire des thématiques avec des caractéristiques très disruptives, peut-être même des sociétés qu'on comptera d'eux-mêmes parmi les large caps. Alors, bien entendu, vous pouvez poser vos questions pendant toute la durée de ce webinaire. Vous avez un bouton questions dédié à cet effet. N'hésitez pas à poser vos questions. Je les reprendrai à la fin des interventions de la table ronde et nous y répondrons bien sûr en live. Et je vais tout de suite passer la parole à Karamo pour qu'il nous éclaire un petit peu sur ce qu'est justement aujourd'hui ce contexte économique et en quoi ce contexte économique est favorable à cette classe d'actifs que représentent les small et mid cap. Karamo, à toi. Je te remercie Laurent, merci encore à tout le monde d'être présent pour ce webinaire sur les small et mid cap européennes. En fait, avant de descendre au niveau des secteurs, il faut juste rappeler un peu le contexte économique. Donc, c'est un contexte économique qui est très incertain parce que on a la maladie qui est là, qui est toujours présente et on entend qu'il y a pas mal de variantes. Donc, nous, on a fait 3 scénarios. Et notre scénario de base, en fait, qu'on a probabilisé à 60%, en fait, il prévoit une croissance de l'ordre de 3,50 à 5% pour la zone euro en 2021. Donc, c'est une croissance forte, un rebond fort par rapport à
2020 où on avait connu un effondrement. On prévoit également une inflation aux alentours de 1% en moyenne pour la zone euro en, en 2021 et des taux longs allemands qui seraient aux alentours de entre moins 0,50 et 0% d'ici la fin de l'année. Donc, à côté de ce scénario de base, il y a des scénarios alternatifs. Donc, un scénario qui est moins bon, en fait, voilà, où en fait il y aura un confinement plus strict. Et donc là, en gros, c'est moins 1 point de PIB par mois. Sur l'année. Donc, on l'a probabilisé aux alentours de 30%. Et donc, dans ces conditions, on aurait une croissance qui reviendrait à zéro, entre moins 2 et 0. Et ensuite, on a un scénario qui est un peu plus optimiste, mais bon, qu'on a probabilisé à 10%, où on aurait une sortie par le haut et par la vaccination. Donc, dans tous les cas de figure, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le rebond de l'activité, il va passer par les PME. Et tout simplement parce que lorsqu'on regarde la photographie aujourd'hui de l'ensemble des entreprises en Europe, on s'aperçoit que 99,8% des entreprises européennes sont des petites et moyennes entreprises, d'après ce que nous dit Eurostat. Et ces PME pèsent pour 2 tiers de l'emploi salarié en zone euro et elles contribuent pour 60% du PIB. Donc on voit que on ne peut pas avoir de rebond de l'activité sans un rebond des PME. Et donc c'est la raison pour laquelle et les pouvoirs publics et les autorités monétaires dans leur volonté de soutenir l'activité ont prévu pas mal de dispositions pour aider ces PME. Donc au niveau des banques centrales, c'était très simple. Donc elles ont gonflé fortement leur bilan. Elles vont continuer à le faire en 2021, en 2022. Il n'y a pas de raison à ce que cela s'arrête. Et donc l'idée, c'était de contenir l'envol des taux longs, d'alléger la pression réglementaire au niveau des banques, de telle sorte que les banques puissent prêter au secteur privé et donc aux PME en majorité. Donc c'est quelque chose qui a plutôt bien marché et donc qui va continuer encore pour 2021. Au niveau des États, c'est là où on a eu une grande avancée par rapport à ce qu'on avait connu auparavant. C'est-à-dire que là maintenant, on a les États européens qui ont réussi à se mettre d'accord pour lever de la dette en commun, une première, depuis très longtemps. Enfin, on n'avait jamais vu ça au niveau de la zone euro. Maintenant, pour pouvoir soutenir l'activité directement. Donc, on a eu des plans de relance au niveau national. Donc, ça a été par exemple le chômage partiel, ça a été les PGE, ça a été les prêts de trésorerie, des aides pour la numérisation. Donc, il y a eu pas mal d'aides qui ont été mises en place au niveau des États. Et donc, c'est ça qui a fait que lorsqu'on regarde les faillites, le taux de faillite 4 trimestres après le début de la crise sanitaire, on voit que les faillites ont baissé de 40%. Et ça, c'est quelque chose qui change des récessions précédentes, puisque dans les récessions précédentes, on avait 4 trimestres après des faillites qui avaient monté de 40%. Donc, ce sont des dispositifs qui vont être amenés à continuer. Donc, nous prévoyons une poursuite des plans d'aide pour l'année 2021 et même 2022, tout simplement parce que en 2021, il va y avoir des élections très importantes aux Pays-Bas, en Allemagne, et en 2022, vous avez des élections en France. Donc, dans ces conditions, je ne vois pas les gouvernements commencer à débrancher toutes ces aides-là. Et donc, je pense également que les États aujourd'hui ont en tête, c'est-à-dire, on a sauvé l'économie, ça fait maintenant 1 an, on ne va pas l'abandonner maintenant, on est proche d'atteindre l'immunité collective parce qu'on a pas mal de vaccins qui arrivent. Il y a le vaccin de Johnson Johnson qui vient, donc c'est juste une dose et on va avoir une accélération de la vaccination au cours des prochains mois et donc on est proche de l'immunité collective. Donc tant qu'on n'aura pas atteint cela, on va avoir des États qui vont continuer à soutenir l'activité. Donc c'est un environnement qui est très porteur pour les PME. D'ailleurs, si vous regardez, enfin, le graphique, je ne l'ai pas, mais je pourrais vous l'envoyer. Depuis que Moderna a annoncé son vaccin, les PME surperforment, les PME européennes surperforment la plupart des classes d'actifs. Et donc, il y avait une interrogation au niveau de l'inflation. Et donc, là aussi, effectivement, on a le pétrole qui a bien augmenté au cours des
derniers jours parce qu'on anticipait un rebond de la demande avec la hausse de la vaccination et aussi parce que l'OPEP a fait des coupes au niveau de la production. Donc, on a un pétrole qui a augmenté. Donc, ça va se traduire dans les prochains mois par une accélération de l'inflation, mais les banques centrales l'ont bien comprise. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça parce que c'est temporaire. Donc, à partir du mois d'avril-mai, on va commencer à voir une inflation qui reflue. Et donc, moi, je suis pas inquiet par rapport à ça. Il y a un autre élément qui tempère la menace inflationniste, c'est l'abondance de la liquidité. Si vous voulez, les banques centrales ont déversé tellement de liquidités dans l'économie que il y a des entreprises qu'on va dire zombies qui continuent à exister. Donc ces entreprises continuent à produire et donc cela alimente en fait un excès d'offres par rapport à la demande qui est plutôt contrainte en ce moment. Donc on a une pression à la baisse au niveau des prix et moi je suis pas du tout inquiet par rapport à l'inflation, en tout cas à court terme. Donc cet environnement qui est porteur pour les PME, il va falloir faire très attention parce que tous les secteurs ne vont pas rebondir de la même façon. Donc on comprend tous que c'est pas demain que l'aéronautique, l'hôtellerie, restauration vont retrouver leur niveau d'avant crise, mais dans les PME, il y a de très belles boîtes de santé, de très belles boîtes technologiques et on peut très bien imaginer une convergence, un rattrapage du retard accumulé par rapport aux grandes capitalisations. Voilà. Donc, je vais juste terminer en rappelant un chiffre de JP Morgan, en gros, qui dit que au cours des 12 prochains mois, la progression des PE pour les small et mid cap pour 2021 sera de 43,3% contre 28,9% pour les grandes entreprises. Et pour 2022, on serait à 27,2% contre 18,9% pour les grandes entreprises. Donc, c'est vraiment un environnement qui est très porteur pour les small et mid cap. Très bien, merci Karamo. Donc on a bien compris qu'on est dans un environnement qui est un environnement économique qui est favorable aux small et mid cap, un contexte qui se porte bien si tant est qu'on choisisse les bonnes tendances. En tout cas, les small et mid caps représentent un environnement où les circuits de décision courts permettent à des petites entreprises de modifier rapidement leur cap et donc de s'adapter à ce contexte-là et de montrer un petit peu la voie. Aussi, je me tourne maintenant vers Audrey. Qu'est-ce qui caractérise ces small et mid cap d'une part, et d'autre part, qu'est-ce qui, en quelque sorte, en fait une classe d'actifs à part entière, en fait? Bien sûr. Alors du coup, avant de répondre directement à la question, je vais juste rappeler donc qu'on considère comme une small cap, donc une petite capitalisation, une valeur dont la capitalisation est comprise entre 300 millions et 1 milliard. Qu'entre 1 milliard et 10 milliards, on considère qu'il s'agit d'une mid cap, donc une moyenne capitalisation, et qu'au-delà, une grande capitalisation. Donc du coup, pour répondre à ta question, Laurent, les small et mid cap donc, sont vraiment un investissement complémentaire au large cap. Et grâce à leur taille qui est plus réduite, elles peuvent potentiellement avoir des avantages par rapport au large. Donc, on peut notamment parler de leur fort potentiel de croissance et de développement sur le long terme. Comme le disait Karamo, sur une longue période, ces valeurs surperforment les grandes capitalisations. Elles ont aussi un plus fort niveau de spécialisation que les large caps, qui peut du coup en faire des proxys purs. Elles bénéficient aussi d'un fort potentiel en termes de fusion et acquisition, donc aussi bien en termes de potentiel de transformation structurante par acquisition que par le fait qu'elles puissent être l'objet de cibles. Et on peut aussi rappeler que dans un contexte économique compliqué comme celui qu'on connaît actuellement, les small et mid cap, de par leur taille plus réduite, peuvent être plus souples et plus agiles pour répondre, pour s'adapter donc aux changements dans les modes de consommation ou dans les modes de travail et répondre du coup à l'émergence de nouveaux besoins. Alors Karen, ça tombe bien, Ecofi propose dans son offre un fonds que tu gères, Ecofi Avenir Plus. C'est un fonds de small et mid cap européenne. Karamo a parlé de l'Europe tout à l'heure et d'un contexte particulièrement intéressant sur le vieux continent. Ce vieux continent qui est aussi un vivier d'entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont compris les enjeux d'ailleurs environnementaux et sociétaux. D'ailleurs, comment fonctionne ton fonds, s'il te plaît?
Alors, comme tu l'as dit, Laurent, c'est donc un fonds small limit européen, donc c'est essentiellement en zone euro parce que le fonds est PEAB, mais nous faisons également des pays hors zone euro, dans la limite de ce qui est possible. Alors, c'est un fonds small limit cap pur, hein, déjà, c'est quelque chose de très important à avoir en tête. Et ensuite, c'est un fonds qui suit un process bottom-up, mais étayé d'une analyse top-down. Donc, bottom-up, pour rappel, c'est le concept du stock picking, et top-down, c'est l'analyse macroéconomique qui découle sur des choix de secteurs ou de thèmes. Alors justement, les thèmes et les secteurs, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, et la notion finalement de choix sectoriel, elle est peut-être un peu désuète. Ce qui compte aujourd'hui, ce sont les choix transversaux, donc de thématiques d'investissement. Donc c'est véritablement le socle du portefeuille, et c'est ça qui définit in fine, avec grâce à l'analyse financière, donc Audrey vous en parlera tout à l'heure, le choix des titres. Mais bien évidemment, aussi ce qui est très important, c'est l'ISR dans le process du fonds, en amont, avant même tout ce que je viens de vous indiquer, c'est le filtre ISR qui prévaut. Donc c'est vraiment l'ADN d'Ecofi. Idem, Audrey vous en parlera tout à l'heure. C'est ça qui définit finalement l'univers investissable. Et donc nous avons justement ce filtre extrêmement strict qui est aussi à la base de la construction du portefeuille que nous adoptons au sein du fonds Ecofi Avenir Plus. Très clair, caractéristiques pour les caractéristiques, OK pour le process. Merci. Alors maintenant, comment est-ce que cette stratégie d'investissement, cette approche, ce process se décline-t-il en thématique, voire en secteur d'activité où j'imagine que la tech est vraisemblablement très présente, la distanciation dans laquelle nous vivons depuis quelque temps maintenant a changé, change et va continuer de changer les choses. Donc aussi, qu'est-ce que tu privilégies, toi, dans ton fonds? Tout à fait. Alors, comme tu le disais, comme expliquait Audrey aussi, la crise du Covid a finalement eu un impact majeur à la fois sur la consommation et des manières même de produire et d'investir. Et finalement, donc ce que je disais sur les secteurs, ce qui compte, c'est donc la transversalité, c'est les thèmes d'investissement. Finalement, la notion de secteur au sens strict n'a plus lieu d'être. Donc, si je vous donne un exemple, par exemple sur la transition énergétique, c'est un thème que nous jouons au sein du portefeuille, qui peut être joué en amont avec l'ingénierie, au niveau des produits, et également en aval avec la certification. Donc on voit bien qu'on peut faire plusieurs secteurs d'activité pour un même thème. Un autre exemple, c'est le e-commerce. Donc tout le monde imagine bien qu'il y a eu un boom énorme accéléré par le Covid. C'est également un thème qu'on peut jouer en amont avec les entrepôts, avec les logisticiens et bien évidemment avec les distributeurs de vente en ligne, bien évidemment. Donc à part on va dire ces thèmes qui sont on va dire accélérés par le Covid et par les plans de relance, on en parlera tout à l'heure. Il y a également des thèmes fondamentaux plus long terme au sein du portefeuille avec des tendances séculaires extrêmement fortes, comme la digitalisation qui était vraie même avant le Covid, le vieillissement de la population, l'environnement, l'alimentation. Donc, de plus en plus, les gens souhaitent mieux manger. Et donc, tout ça fait que nous avons également au sein du portefeuille justement ces thématiques longues qui sont le cœur du fonds. Allô? Vous m'entendez? Oui. Laurent? Ah, peut-être qu'il y a un problème Mince. de son ou de vidéo. Caramo, est-ce que tu m'entends? Oui, moi je t'entends très bien. Et moi aussi. Tu peux peut-être nous donner des exemples? Voilà. Alors peut-être attendre que, je ne sais pas s'il y a un bug. Excusez-nous pour ce petit bug de son. Alors du coup, on va quand même poursuivre. Alors justement, donc Caramo, tu disais bien donc peut-être des exemples plus précis. Alors déjà, donc Audrey, juste pour reprendre la notion de small et mid cap, il ne faut pas opposer small et mid cap à large cap. Oui. Donc souvent on se dit, est-ce que les small et mid ont mieux ou pas résisté par rapport au large cap? C'est vrai et pas vrai. Donc en effet, une entreprise de taille petite et moyenne est souvent beaucoup plus pénalisée
par des chocs externes comme le Covid. Et donc, ça a été en effet vrai sur le deuxième trimestre 2020. Beaucoup d'entreprises de taille plus petite ont mécaniquement plus souffert que des grands groupes diversifiés. Ce n'est pas toujours le cas. Si on prend le tourisme, par exemple, donc Karamo a expliqué que ce secteur, c'est bien sûr un des secteurs les plus impactés par la crise, que les entreprises soient petites ou grandes, elles ont toutes été impactées finalement de la même manière. Donc, ce n'est pas forcément un critère. Ensuite, donc, Audrey parlait d'agilité. Beaucoup d'entreprises de taille petite et moyenne ont été extrêmement agiles pour réduire leurs coûts. On peut donner l'exemple de Tietoevry, qui est un groupe finlandais de services IT. Ils ont réduit rapidement leurs coûts. Ils ont réussi sur l'année 2020 quand même à augmenter leur niveau de marge, qui est quand même substantiel, et également à avoir aucun retard de paiement au niveau de leurs clients, ce qui montre la solidité même de leur business dans un contexte extrêmement dégradé. Un autre exemple qui finalement bénéficie de la pandémie, c'est Husqvarna en Suède. Donc, c'est un groupe qui notamment distribue des tondeuses à gazon. Donc, la sédentarité a résulté finalement un boom des ventes de leurs produits, et ils ont réussi dans une année noire à augmenter leurs ventes de 3%. Donc voilà, ça ce sont quelques exemples finalement pour montrer que les small et mid cap peuvent amortir largement les chocs de marché. Mais alors, pour revenir quand même à ce qui est très… Alors Laurent est de nouveau connecté. Merci Karen. Voilà. Merci, je vois que tu as répondu à la question de la résilience voilà. de cette classe d'actifs-là, hein, qui a été très bonne ces derniers mois. Hein. Et donc, pour cet aspect financier, c'est très bien. Maintenant, n'oublions pas aussi que Ecofi Avenir Plus et je me tourne vers Audrey pour cette question-là. Ecofi Avenir Plus a parmi ses atouts, une dimension ISR qui vient renforcer l'analyse financière par une analyse extra-financière, une analyse environnementale, sociale et de gouvernance. Ecofi est un pionnier de l'investissement responsable, et j'en ai touché 2 mots en préambule aussi. Peux-tu nous dire, Audrey, comment est-ce que, et dans les grandes lignes, comment est-ce que ce processus ISR que tu utilises vient t'aider dans le processus de sélection? Oui, bien sûr. Donc, comme tu le disais, Laurent, donc vraiment, l'ISR est au cœur du processus d'investissement chez Ecofi. Donc, comme tu le rappelais, qui est pionnier en la matière. Il y a une équipe donc qui est dédiée et qui est expérimentée, avec laquelle on a des contacts quotidiens. Donc, pour revenir sur le processus ISR d'Ecofi, donc il repose sur plusieurs piliers. Donc, d'abord, il y a une exclusion sectorielle, donc les secteurs de l'armement lourd, des jeux, du tabac, du charbon, et une exclusion des paradis fiscaux. Ensuite, la sélection des émetteurs va se faire au regard de leur performance ESG, donc en termes d'environnement, en termes social et en termes de gouvernance. Et après, donc dans le processus ISR d'Ecofi, il y a également une exclusion des émetteurs qui ont été impliqués dans des incidents majeurs, donc en termes, par exemple, de pollution ou d'atteinte aux droits de l'homme. Donc, le taux d'exclusion de ce filtre est d'environ 20%. Et quand on l'applique à l'univers des small et mid cap européennes, il en résulte à peu près l'heure. Sachant que ces dernières années, donc on voit que les investisseurs ont de plus en plus d'attrait pour l'ISR, donc pour les sociétés les mieux notées et donc les plus avancées dans la matière, donc ce qui pousse les sociétés à avancer vers ça. Et en ce qui concerne en particulier les petites et moyennes capitalisations, c'est la même chose. On constate que depuis plusieurs années, elles veulent de plus en plus se faire noter par les agences de notation extra-financières et qu'elles créent même des postes spécifiques pour répondre à ces enjeux. Donc, potentiellement, notre univers d'investissement ne devrait cesser de grandir. Très bien. Donc, un processus très rigoureux en amont. Donc, cette analyse ESG des entreprises et ce processus qui constitue le premier étage, en fait, de la fusée pour la gestion de ce fonds, pour la mise en orbite du fonds, et donc qui consiste dans fournir et mettre entre les mains du gérant un univers d'investissement
qui soit compatible avec votre gestion. Mais vient ensuite la deuxième étape du processus de gestion, l'analyse des risques financiers. Et comment est-ce que ça se passe avec les risques financiers, puisque les taux se resserrent et c'est le moment du choix, en fait, du choix final qui va se rapprocher. Comment est-ce que ça se met en place? Comment est-ce qu'il fonctionne, ce filtre? Bien sûr. Donc, comme tu le disais, et comme le rappelait Karen tout à l'heure, donc après ce filtre ISR, la sélection des valeurs, donc elle passe par un processus bottom-up, donc du stock picking. On procède à une analyse fondamentale des valeurs, donc en termes de croissance, en termes de rentabilité, en termes de solidité du bilan, de concurrence, de valorisation. Et donc de cette analyse fondamentale découle une notation en 3 catégories. Et cette analyse fondamentale, comme le rappelait Karen, elle est également étayée donc d'une analyse top-down et d'une analyse de risque, donc qui est spécifique au segment des petites et moyennes capitalisations. Donc cette analyse, elle se base sur 3 critères équipondérés, donc qui sont la liquidité. Ah. On a perdu Audrey, peut-être. Petit bug. J'espère que tout le monde nous entend. Ouais, j'ai l'impression que... Excusez-nous pour ces problèmes techniques. Alors, peut-être en attendant... vu que voilà, moi je vais juste finir ce que disait Audrey sur le risque, parce que c'est quand même très important, surtout pour les small et mid, parce que tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé en 2008. Donc elle parlait de liquidité avant que la caméra ne se fige. Donc la liquidité, c'est également un facteur que nous prenons en compte dans la construction du portefeuille. Donc elle parlait de la liquidité du drawdown, donc également les chutes du titre, et également finalement le poids de la ligne, c'est quelque chose de très important. Donc on se limite à 4% du portefeuille. On voit bien l'importance de piloter le risque intrinsèque, parce que ce soit une small, une mid ou une large cap, on n'est jamais à l'abri d'un accident finalement d'une boîte, que ce soit une fraude, une remise en cause de la croissance, du management. Il y a vraiment cette notion de pilotage du risque qui est très très importante et encore plus importante sur les small et mid cap. Ok. Karen, on a vu depuis le début le processus d'investissement. On a bien vu comment ça fonctionne. Donc, contexte économique et marché, on identifie des thématiques, des méga tendances transversales, porteuses, et puis commande d'une double méthodologie qui est issue dans un premier temps, je le disais tout à l'heure, du premier étage de la fusée, qui consiste à trier ce premier univers d'investissement avec de l'analyse extra-financière, puis vient ensuite le complément par l'analyse financière et le renforcement par rapport à de l'analyse financière qui vient renforcer en fait le choix de cet univers concentré. Mais maintenant, on s'approche du Graal, on s'approche de la main du gérant, on s'approche de l'alpha, du stock picking. Tu peux nous donner quelques exemples de tes choix dans le portefeuille? Bien sûr. Alors le premier est très adapté, Laurent, parce que tout à l'heure, je te parlais et tu ne nous entendais plus. Donc c'est Amplifon. Donc Amplifon, donc j'espère que tu m'entends maintenant, Laurent. Amplifon, c'est le numéro 1 mondial de la distribution de sonotone. Donc c'est un groupe italien. Donc ils sont présents dans 29 pays, ils ont plus de 11 000 points de vente. Et là, c'est vraiment un marché qui croît structurellement de l'ordre de 4% par an, donc c'est tout proche du PIB, avec également finalement une hausse du taux de pénétration des sonotones, parce que culturellement, il y a des pays où c'est encore un peu compliqué. Avec ce petit boost de certains pays où les États commencent à mieux rembourser les sonotones, et finalement le fait que les produits s'améliorent, donc on a du sur-mesure, on a plus de digital finalement dans le contenu de l'appareil auditif, et finalement ils arrivent justement à avoir un niveau de croissance qui est tout à fait intéressant, surtout dans un monde finalement de croissance plutôt faible, hein. Donc Karamo connaît bien le sujet sur une croissance qui est devenue structurellement faible dans le monde, même avant le Covid. Aujourd'hui, ce groupe-là, non seulement il croit en l'organique naturellement, comme je vous l'ai indiqué, mais il croit également par fusion-acquisition.
autour de la moitié du marché des sonotones, ce sont des indépendants. Donc, Amplifon, ils n'ont que 11% de part de marché. Donc, du coup, il y a un boulevard pour eux pour pouvoir grossir par croissance externe, justement, et acheter ces petits indépendants pour pouvoir croître également et donc renforcer ce niveau de croissance. Sachant que Amplifon est extrêmement compétitif parce qu'en général, ils sont 4 à 5 fois moins chers que leurs concurrents. Donc, c'est vraiment dans l'ADN du groupe de croître par M&A. Et ça, c'est très important à avoir en tête. Et finalement, le deuxième point qui est emblématique pour rejoindre tes questions sur le Covid et les thématiques que nous privilégions, non seulement le groupe a su amortir largement la chute sur le deuxième trimestre en étant, donc je donne un cas très précis, ils ont renégocié leur loyer, par exemple, ce qui les a beaucoup aidés pour préserver leur marge, mais également, ils ont pu rebondir très vite en reboostant leurs dépenses marketing et finalement, ils ont eu une reprise en V, ce qui est assez incroyable pour leur marché, avec une très forte croissance sur le troisième trimestre et finalement une grande confiance pour l'avenir. Donc Amplifon fait partie, par exemple, de nos valeurs préférées au sein du portefeuille. Mais on peut citer peut-être quelque chose d'un peu plus sympathique que les sonotones, je te le conviens. On peut peut-être parler des animaux de compagnie. Donc là, pour le coup, c'est Zooplus. Zooplus, c'est un groupe allemand, c'est le numéro 1 européen de la distribution en ligne. Donc là, on revient sur le e-commerce, sur la nourriture et des accessoires pour animaux de compagnie, donc essentiellement les chiens et les chats. On pourrait croire que c'est quelque chose qui est déjà dans les mœurs, mais finalement, c'est un marché qui est très sous-pénétré, donc il y a encore beaucoup qui se fait en physique. Et là, les niveaux de croissance sont finalement à 2 chiffres pour le groupe même avant le Covid. Le Covid a accéléré ce niveau de croissance parce que évidemment les volumes donc d'animaux de compagnie ont augmenté et avec malheureusement les mesures de confinement, les gens ont dû se résoudre à acheter en ligne. Donc, ils ont gagné des parts de marché finalement substantielles avec un taux de rétention extraordinaire de l'ordre de 98%. Donc, c'est quand même incroyable. Donc, non seulement ils ont de nouveaux clients, mais ils arrivent également à les retenir et à augmenter le niveau de vente qu'ils réalisent avec ces clients-là. Sachant que c'est quelque chose qui à la base, donc Zooplus est relativement peu margé et dans le contexte, non seulement ils ont augmenté la croissance de leur chiffre d'affaires, ils ont également augmenté leur rentabilité pour dépasser les 4%. Donc on voit bien que sur ce marché qui est estimé de l'ordre de 25 milliards d'euros, qu'il y a un potentiel très important pour les ventes en ligne pour les animaux de compagnie. Donc Zooplus également fait partie de nos valeurs phares au sein du portefeuille dans le fonds. Ouais, avec ces valeurs-là, on a vraiment l'impression d'investir quelque part en fait à côté de chez soi. C'est extraordinaire. L'opportunité qu'offre cette classe d'actifs. D'ailleurs, je vais faire une entorse à la règle maintenant, Karen. D'habitude, les questions viennent après, mais là, j'en ai une qui me brûle les lèvres. En fait, qu'est-ce qui différencie un gérant de small et mid d'un gérant de large cap? Alors, finalement, on pourrait se dire que ça pourrait être pareil, mais pas forcément, parce que sur les large caps, on a accès à beaucoup d'informations, ce qui est normal, de par la taille de l'entreprise. Les bureaux de recherche publient énormément d'informations et même les boîtes elles-mêmes également. Les small et mid, il faut finalement fouiller peut-être un peu plus parce que l'information est peut-être plus difficile à obtenir de prime abord. Rencontrer les comités de direction, les managements de ces entreprises-là et également sur la partie ISR, augmenter les niveaux de dialogue. Donc, lorsqu'on parlait d'ISR tout à l'heure, vous imaginez que pour une entreprise de plus petite taille, c'est plus compliqué d'avoir les ressources internes, de développer un vrai pilotage de l'ESG. Et aujourd'hui, nos équipes internes chez Ecofi effectuent un travail extraordinaire de dialogue avec ces sociétés. Et donc, nous pouvons à la fois sur la partie financière et la partie ESG continuer d'augmenter le flux d'informations. Et c'est ça, finalement, qui est une grande différence entre les small et mid cap. Mais il n'y a pas que ça. J'imagine qu'Audrey peut-être veut compléter, vu qu'elle est revenue, sa connexion refonctionne. Je suis de retour, donc un petit problème réseau, désolé. Donc oui, tout à fait. Les aléas du direct. On appelle ça les aléas du direct, Audrey. Ça, tout à fait.
Donc oui, pour compléter un peu ce que disait Karen, en effet, sur le segment des small et mid cap, il y a un peu moins, il y a moins de recherche de la part des brokers. Du coup, ça demande peut-être un effort de recherche et d'investigation un peu plus important. Et du coup, peut-être et certainement même beaucoup de curiosité pour essayer de chercher sans cesse des nouvelles valeurs et pour essayer d'élargir notre champ de vision. Oui, beaucoup de curiosité, beaucoup de disponibilité, effectivement, pour pouvoir être toujours sur le pont et détecter ces pépites de demain. Bien, merci à tous les trois, en tout cas, pour vos interventions. Le financement de la relance, c'est effectivement maintenant. Je crois qu'on a bien compris ça. La situation aujourd'hui et les enjeux de demain sont colossaux et les small et mid cap représentent vraisemblablement, au-delà d'une opportunité d'investissement, des indicateurs sur les grandes tendances de demain. Et il y a une citation de Churchill que j'aime beaucoup et qui dit « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté ». Elle est tellement adaptée au monde des entrepreneurs, cette citation, que je ne pouvais pas m'empêcher de vous la donner aujourd'hui. Or, je rappelle que Ecofi Avenir Plus, comme l'expliquaient Karen et Audrey tout à l'heure, est un fonds small et mid cap pur, européen, avec près d'un tiers de valeur française. C'est un des rares fonds small et mid cap ISR de la place. Il est PEable, Karen l'a dit tout à l'heure. Il présente de véritables paris forts sur des thématiques que Karen et Audrey vous ont présentées et qui offrent des perspectives très attrayantes en termes de croissance durable sur cette classe d'actifs. À ce titre, je crois que les performances parlent d'elles-mêmes pour le fonds. En 2020, 18,94, près de 30%, un peu plus de 30% sur 5 ans. Alors bien entendu, il ne faut pas oublier que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, mais elles sont un indicateur du savoir-faire de cette équipe de gestion. Ce fonds s'adresse à tous les investisseurs qui ont un horizon de placement de 5 ans et plus, qui acceptent le risque de perte en capital et de forte volatilité. Vous l'avez entendu, même si les small et mid cap ont une capacité de résilience et de réactivité très forte, elles en sont pas moins très volatiles. Et je rappelle enfin que investir au-delà de ces risques-là comporte d'autres risques que pour mieux connaître ces risques, comme pour souscrire à ce fonds. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet www.ecofi.fr ou auprès de votre conseiller habituel qui se fera un plaisir d'aller plus loin dans les discussions avec vous, le cas échéant. Donc, je vais maintenant prendre les questions pour nos intervenants. Et j'en ai une tout de suite pour Karen. Oui, on s'en serait douté, Karen. Que fais-tu, Karen, lorsqu'une valeur en portefeuille devient une large cap? Quelqu'un, vous entendez ou? Non. Karen, on t'entend pas. Excusez-moi, c'est mon micro. Alors je disais oui, donc c'est une très bonne question parce que le prospectus en effet permet au fond d'avoir jusqu'à 30% de large cap. C'est quelque chose qui est réservé finalement à des périodes de crise grave comme il y a pu avoir en 2008 sur la crise subprime et donc une faible liquidité. C'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas utilisé puisque les liquidités sont abondantes, donc Karamo parlait des banques centrales. Donc aujourd'hui c'est vraiment un véhicule pur small et mid cap. Et lorsque justement ces pépites deviennent grandes, on laisse dériver finalement la capitalisation boursière jusqu'à 12 milliards et ensuite on effectue une discipline de vente stricte. Et je prends l'exemple d'Alstom. Lorsque Alstom a dépassé les 12 milliards de capi, nous vendons le portefeuille. Alstom est devenue grande. Voilà. Et Laurent a été déconnecté de nouveau.
Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut que j'aille sur les questions. Oui. Moi, j'en vois une qui est destinée, je crois, pour Audrey. Oui. Est-ce que vous mettez des stop-loss? Oui. Alors, donc la réponse est non. Donc, c'est pas la variation du cours d'une action qui nous fait solder une position. Donc, en cas de forte baisse d'une position, on analyse du coup les raisons pour lesquelles la valeur baisse. Et on cherche à savoir en fait si la croissance future du marché et donc de la société est remise en cause. Si elle n'est pas remise en cause, on ne solde pas la position. On peut même vouloir se renforcer en fonction des raisons qui expliquent cette baisse. Par contre, si la croissance future est remise en cause, alors là, dans ce cas, on n'hésitera pas à solder la position, même si la baisse est importante. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait récemment, là, au courant du mois de janvier, avec la société anglaise Blue Prism, donc qui est dans l'automatisation robotisée des processus. Et donc, la valeur a fait un warning sur ses perspectives pour l'année 2021. Elle a fortement baissé, mais on a décidé de solder la position parce que la croissance future de ce marché était remise en question. Voilà, donc il n'y a pas de stop loss pour répondre à la question. Merci Audrey. Merci Karamo d'avoir pris la relève. Je crois que la technique ce matin et le direct essayent de nous embêter, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'on réussit à assurer cette table ronde malgré tout. Alors, je vois pas de nouvelles questions arriver. L'heure tourne. On avait promis de libérer tout le monde pour 45. Il est 41. Je regarde une dernière fois si je vois une question arriver. Non, je crois que on a fait du coup le tour de la question. Il ne faut pas être timide. Allez-y. N'hésitez pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, le dialogue continue sur le web et n'hésitez pas à utiliser notre site internet pour poser les questions que nous n'aurions pas eu le temps de récupérer pendant l'intervention. On sera ravis d'y répondre par ailleurs en revenant vers vous. Les équipes d'Ecofi restent mobilisées et disponibles pour vous accompagner dans vos choix d'investissement, comme d'habitude. Et puis, puisque je ne vois pas de nouvelles questions arriver, je vous remercie à tous pour votre participation et votre confiance depuis de longues années. Je vous rappelle que le replay de… On a une petite question. Ouais. Ah, tu as une question qui est arrivée? Où est-ce qu'on peut acheter le fonds? Où est-ce que vous pouvez souscrire massivement le fonds? Oui, alors le fonds fait partie est référencé sur toutes les grandes plateformes de distribution françaises. Vous le trouverez sur une grande partie des contrats d'assurance vie que vous trouverez chez les assureurs. Et bien entendu, comme le fonds est PEable, vous pouvez aussi le souscrire via votre PEA à partir de votre compte, à partir de votre conseiller dans la banque dans laquelle vous avez votre compte. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller habituel, comme je le disais tout à l'heure. Les possibilités de souscription de ce fonds-là sont larges entre le compte titre, le PEA et le contrat d'assurance vie. Le choix est grand pour pouvoir accéder à ce fonds et bénéficier de cette croissance durable dont Karen et Audrey nous ont parlé ce matin. Encore une fois, merci à tous. Je vous rappelle que le replay est disponible dès la fin de la session sur notre site. Portez-vous bien et à très vite. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Merci à bientôt. tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.